Bonjour à toutes et à tous. On va commencer cette première table ronde sur les animaux. Donc, je vous redonne le thème pour vous assurer que vous n'êtes pas trompés de salle. Nous, animaux, sommes des gens, des personnes aussi. Comment repenser la relation entre espèces et reconnaître l'humanité animale? Donc, pour cette table ronde, nous avons 3 auteurs de grande qualité, comme d'habitude à Livre en Marche. Je vais vous les présenter, puis on va un peu aborder ce thème en posant différentes questions, puis on espère que vous pourrez aussi participer à cette table ronde en posant vos questions à la fin de nos échanges. Donc, pour parler des animaux en tant que personnes non humaines, eh bien, je vais vous présenter nos 3 auteurs. Donc, nous avons Fabienne Delfour, qui est docteure en éthologie cognitive, et c'est l'une des rares spécialistes françaises des mammifères marins. Donc on appelle ça cétologue, si vous ne savez pas comment on appelle les spécialistes des mammifères. Donc Fabienne est enseignante vacataire à l'École nationale vétérinaire de Toulouse et chercheuse associée à l'université Aix-Marseille. Elle étudie la cognition, les émotions et le bien-être des animaux. Elle a publié pas mal de livres et notamment Dans la peau d'un dauphin, que je vous recommande chaudement. Il va vous faire voyager, il va vous faire aller à la rencontre vraiment brute avec ces superbes mammifères, ces superbes cétacés. Et donc, bien sûr, évidemment, tous les livres que je vais vous présenter sont à retrouver dans l'espace des auteurs que vous trouverez dans la grande salle. Donc, vraiment, ça se lit très facilement. On est embarqué avec Fabienne pour un voyage à la rencontre de ces êtres absolument passionnants. Mais elle n'a pas écrit que cela, elle a aussi écrit « Que pensent les dindes de Noël ?» On n'est pas encore à l'époque de Noël, mais c'est quelque chose qui va vous, peut-être après cette conférence, je pense que vous n'allez plus regarder les dindes de la même façon, parce qu'il y a effectivement des pensées chez les animaux, on va voir ça. Donc ça a été publié en 2019, et aussi « L'intelligence du vivant » en coécriture, qui a été écrit en 2021, et aussi « Psychologie des animaux » en 2022. Donc Fabienne a vraiment écrit beaucoup de choses sur les intelligences animales et on verra un peu plus dans notre table ronde comment est-ce qu'elle peut apporter son expertise sur le sujet. À côté de moi, j'ai Camille Brunel, ancien professeur de français, écrivain, critique de cinéma spécialisé dans la représentation des animaux et aussi militant pour la cause animale et végane. Alors juste, je fais un petit aparté. Merci Livre en Marche. Pour la première fois cette année, on va vraiment aborder le sujet frontalement. On ne va pas avoir peur des choses. On va parler antispécisme, on va parler un peu militance. Et ça fait du bien parce qu'on a fait plusieurs tables rondes sur les animaux. On effleurait le sujet à chaque fois. Mais là, on va aller un peu les pieds dans le plat. Donc, merci Camille d'être là. Donc, Camille a écrit beaucoup d'essais, Le cinéma des animaux, Éloge de la baleine, Je est un animal, que nous avons aujourd'hui ici. Hop. Donc, pareil, excellent ouvrage, c'est extrêmement bien écrit. Je vous recommande d'aller le chercher à la fin de cette table ronde. Donc, il sera à la vente donc dans la salle des auteurs. Et aussi une trilogie de romans qui était autour de l'activisme, La guérilla des animaux, Les métamorphoses et Ecatepec, c'est difficile à prononcer. Et plusieurs ouvrages aussi qui sont destinés à la jeunesse. Donc c'est ça qui est bien avec les ouvrages de Camille, c'est que ça s'adresse autant aux grands et aux un peu moins grands, et ça se lit vraiment très très bien. Donc il y avait un roman de young adulte, Après nous les animaux, et un livre aussi qui était sur un documentaire sur les jeunes animalistes. Donc son tout dernier livre vient de sortir et il s'appelle Un phare sous l'océan. Donc ça, c'est vraiment un raison parce que Camille est quand même très productif, donc il y a de quoi lire. Donc merci pour tous ces ouvrages. Et on termine avec François. François Lasserre est insectologue animalisé. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce terme, c'est hyper novateur. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'est un scientifique entomologiste. Vous savez ce que c'est qu'un entomologiste? Il est spécialiste de quoi? Des insectes, merci beaucoup. Il est vice-président de l'Office pour les insectes et leur environnement, l'OPI. Il est administrateur de TRACE, au pluriel, c'est de la médiation scientifique. Et il est membre du directoire de France Nature Environnement et de journaliste écrivain pour la nature et l'écologie. Alors, François aime bien se définir comme animaliste sentientiste. Donc, on va regarder un petit peu ce que ça veut dire parce que je ne sais pas si le terme sentience est commun et connu de tous. On va faire un petit test tout à l'heure. Donc, il a de nombreux ouvrages sur les insectes et aujourd'hui, il va nous présenter
aussi ce très très bel ouvrage, Facette fascinante de belles bêtes, avec beaucoup d'illustrations. Donc pareil, vous pouvez le retrouver, et alors là, pour tous les âges, il est magnifique, et vous pouvez le retrouver aussi tout à l'heure pour le consulter et discuter avec François. Donc, merci d'être là. On va commencer directement dans le vif du sujet avec une question. On parle de personnes aujourd'hui quand on parle des animaux, quand on est un petit peu proche, conscient, dit animaliste, mais on n'est pas tout le temps au courant de ce que c'est tout ça. Donc, vous nous invitez tous les trois à déconstruire un petit peu les barrières qui nous séparent des animaux. Et pour cela, vous allez vous appuyer sur des avancées scientifiques, parce que vous êtes quand même extrêmement sérieux dans votre démarche, et notamment donc, avec l'éthologie, qui est la science qui étudie les comportements des animaux. Et vous avez constaté, en étudiant ces questions, que les animaux ne sont pas de simples spécimens. Ce n'est pas une masse indistincte, comme quand on parle de biodiversité. Les animaux, quand on se rapproche un petit peu, on se rend compte que ce sont des individus, des personnes non humaines, avec leurs émotions, leur personnalité, et qui ont beaucoup, beaucoup de choses à dire. Donc, c'est un peu nos voisins qui sont nos voisins pensants. Et la question, c'est comment est-ce qu'on peut mieux coexister avec eux? Et surtout, quelles sont, vos expériences? Qu'est-ce que vous avez constaté? Quelles sont les découvertes scientifiques récentes qui vous ont le plus frappé sur ce qu'on appelle la conscience et la sensibilité animale? Et on va aborder après un autre terme qui est un petit peu plus précis. Donc là, la question, je me tourne vers vous. Qu'est-ce que vous avez vécu personnellement? Parce que nous, on aime bien ici à Livre en Marche qu'on nous raconte des histoires, des expériences. Est-ce que vous pourriez nous raconter un petit peu des expériences marquantes sur le fait que les animaux, vous vous êtes rendu compte, c'est un peu comme des personnes non humaines? Qui veut commencer? Fabienne, peut-être? Je pense que si vous avez des chats ou des chiens, vous savez déjà de quoi on parle. On sait bien qu'ils ont tous des personnalités différentes, des caractères différents. Après, au niveau personnel, j'étudie les dauphins. Et c'est vrai qu'il y a des animaux qui sont curieux, extravertis, et d'autres plus timides. Et quand on s'immerge, on voit à peu près toujours les mêmes animaux, ceux qui sont plutôt aventuriers et aventureux. Et puis les autres, les petits timides, on les voit vraiment plus rarement. Et en fait, c'est ça qui me plaît. C'est essayer de faire venir ceux qui, a priori, sont plus apeurés par la présence des humains. Et quand ces animaux-là viennent à vous, ils sont d'une richesse incroyable, et la rencontre qu'ils ont choisie en leurs termes est d'autant plus riche. Et donc après, dans le livre, justement, il y a pas mal d'anecdotes, et notamment, il y a une femelle qui s'appelle Amanda, ou qu'on a appelée Amanda, qui est une femelle dauphin tacheté, et un été, elle a découvert que quand on enlevait nos palmes, on avait des orteils qui bougeaient, et tout l'été, elle a été une fétichiste de nos orteils. Et donc, elle venait, elle se plaçait au niveau de nos palmes. Il fallait qu'on enlève les palmes. Et une fois qu'on bougeait les orteils, elle était fascinée. Et donc, elle a passé un été comme ça. Et ça ouvre je sais pas, une fenêtre, une porte, un univers sur qui sont les animaux. Ouais, c'est vrai qu'il y a un mot très important que tu utilises, c'est quand tu dis que les animaux choisissent. Et c'est vrai que pendant très longtemps, on a imaginé que les animaux obéissaient à leurs instincts. En fait, on fonctionne en tant que société avec des très très vieux logiciels quand on pense aux animaux. On les regarde encore comme les regardaient quasiment les hommes préhistoriques, c'est-à-dire comme des masses un peu lointaines, des corps fascinants, agiles et différents. Et on est encore quand même très influencé par l'impression que parce qu'ils sont très différents physiquement dans leur corps, ils sont très différents aussi à l'intérieur. Et en fait, c'est très 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 récent. Ça date vraiment de la fin du XXe siècle, disons, Jane Goodall, quoi. Peut-être les débuts de l'éthologie au début du XXe siècle, où on commence à se rendre compte qu'il se passe chez eux, cognitivement, les mêmes choses que chez nous. On est en train de découvrir des émotions, que la nature chimique des émotions chez eux est la même que chez nous, qu'ils ont des familles, des cultures, etc. Et donc, on se rend compte qu'ils ne sont pas juste des corps programmés par leur ADN, par leur génétique, par leur environnement, et qui ne se contentent pas d'obéir à leur instinct, mais qu'ils ont la capacité de choisir, de décider eux-mêmes, personnellement, ce qu'ils veulent pour eux, et qui n'est pas ce que leur espèce leur dicte. Et ça, c'est une révolution, parce que du coup, on est amené à ne plus penser les animaux en termes d'espèces,
qui se reproduisent, vivent, meurent, chassent, etc., mais en termes d'individus. Et c'est là que le lien avec les chats est hyper intéressant, parce que les chats, les chiens, et puis d'autres animaux domestiques comme les vaches et les cochons, mais eux, évidemment, comme on les mangeait, on essayait de moins regarder, on sait que ce sont des animaux, comme on les fréquente énormément, qui a des variations interindividuelles entre chaque chien, chaque chat, etc. Et on commence à se rendre compte que ces variations interindividuelles, elles existent aussi indépendamment de la fréquentation des humains. Parce qu'on avait un peu ce côté un peu anthropocentriste qui consistait à dire les chats et les chiens sont différents les uns des autres parce qu'ils nous fréquentent, nous, humains, qui sommes différents les uns des autres. Alors que les autres qui vivent dans la jungle, ils obéissent à leur instinct, ils suivent la loi de la nature, blablabla. Et voilà. Et donc, on se rend compte que ces variations interindividuelles existent aussi à l'état sauvage. Et ça, c'est fabuleux. Et c'est une des raisons pour lesquelles j'aime autant les animaux, en fait. C'est que ça repeuple le monde. C'est-à-dire que moi, j'ai grandi dans un monde où on nous disait qu'il y avait les chats, les chiens qui avaient des prénoms, qui étaient des gens et tout ça. Et que dans la nature, dans le monde, dans l'eau, dans la forêt, il y avait les animaux sauvages qui étaient la nature. Et en fait, je me rends compte qu'il y a des gens qui habitent le monde avec des variations, des familles, des clans, des souvenirs, des préférences. Les dauphins de la petite Ariel qui s'appelait Amanda, c'est ça ? Voilà, et que ces variations interindividuelles-là, elles sont partout. Et on est même en train de les découvrir chez les insectes. Alors peut-être que les variations interindividuelles, j'aimerais bien que tu nous dises, François, peut-être que les variations interindividuelles entre insectes sont moins marquées qu'entre mammifères, mais elles existent. Et rien que ça nous permet de nous dire que ce bourdon-là a ses habitudes que ce bourdon-là n'a pas. Cette fourmi-là a un vécu que n'a pas la fourmi d'à côté. Et juste pour l'anecdote, et je veux vraiment savoir ce que tu nous demandais un souvenir. Bon, moi j'habite à Brest depuis 3 ans, et en bas de ma rue, il y a un dauphin qui vient régulièrement, Randy, ce qu'on appelle un dauphin ambassadeur. Il a été chassé de son clan. Alors la théorie, c'est qu'il s'appelle Randy. Randy, ça veut dire excité en anglais. Donc la théorie, c'est qu'il aurait été un peu brusque et qu'il aurait été chassé pour ça. Peut-être que c'est ça, peut-être que c'est le choix de son clan de l'avoir chassé, peut-être que c'est son choix à lui d'avoir quitté son clan et de s'être rapproché des humains. Mais il vient sur le quai Malbert à Brest et il réclame vraiment un dauphin solitaire, c'est un dauphin malheureux, donc il réclame la présence des humains, enfin il la cherche. Et je me souviens d'une fois où il s'est mis sur le dos comme ça, et il y a un marin qui était là qui s'est mis à lui gratter le ventre, comme un chat. Et donc j'ai eu sous les yeux la preuve que voilà, cette connaissance des animaux qu'on a et dont on a l'habitude parce qu'on fréquente les chats et les chiens, était là chez les dauphins. Qu'en gros, il y a ce qu'on connaît des chats existe aussi plein l'océan chez les animaux sauvages. Et peut-être chez les insectes alors. Oui, alors c'est vrai que avant j'ai travaillé aussi sur les primates non humains, tout ça, je connais les grands animaux. Enfin, je les fréquentais, je les aime. Et c'est vrai que quand on regarde les grands animaux, mais c'est comme quand on a un chien, un chat, on sait très bien, si on observe longtemps des renards, des blaireaux, n'importe quel primate, on sait bien que ce sont des individus qui ne font pas tous pareil. Et chez les insectes, c'est pareil aussi. Alors, déjà, ce serait chouette. Alors là, on est sur l'individualité, c'est-à-dire on est en train de vous dire que déjà chaque animal autour de nous est un individu comme vous. C'est-à-dire que là, vous voyez, je vous regarde, il n'y a que du sapiens dans cette salle. Enfin, vous avez des bactéries, vous avez peut-être quelques poux, d'autres trucs sur vous, vous avez des champignons sur vous, tout ça. Bon. Mais là, ce que je vois, c'est la même espèce. Et quand je vous regarde, il n'y en a pas un, pas une qui est pareil. C'est exactement pareil chez les autres espèces. Donc, il y a une individualité physique déjà. Ensuite, je sais que dans cette salle, vous votez ceci, vous votez cela. Vous n'êtes pas les mêmes à l'intérieur. Donc, il y a une individualité de caractère. C'est comme ça chez tous les autres animaux. Et c'est aussi comme ça chez les insectes. Et après, on reviendra sur le fait qu'on puisse dire que ce sont des personnes. Parce que là, c'est vraiment un cran encore supplémentaire. Parce que vous savez déjà peut-être, et si vous êtes agriculteur, agricultrice, que chaque vache est différente, chaque cochon, etc. Mais ensuite, de dire que ce sont des personnes, et ça, on insiste beaucoup là-dessus quand on veut aller plus loin, parce que c'est vraiment très fort. Bon, et c'est pareil chez les insectes. Chez les insectes, c'est exactement pareil. Ils sont tous différents physiquement. Vous allez dans une fourmilière, vous faites des portraits de chaque fourmi d'une fourmilière, vous les agrandissez, parce qu'il faut les agrandir, et vous verrez, alors c'est moins facile parce qu'elles n'ont pas de vêtements, elles se distinguent moins, là, vous voyez, vous êtes un peu plus différents, puis vous avez des barbes, des lunettes, etc. Mais on voit bien que chaque fourmi a une mandibule comme ci, comme ça, elle a des poils là, des soies plutôt différentes. Chaque fourmi a son portrait. Et ensuite, quand vous mettez une petite caméra GoPro sur le dos d'une fourmi,
petite caméra, enfin vous les suivez, peu importe le système expérimental, eh bien, il n'y en a aucune qui fait pareil que sa copine. Donc vous voyez de loin, mais c'est comme nous, quand on nous voit de l'espace, vous voyez, il y en a qui vont dans tel supermarché tous les samedis matins, d'autres qui vont là. Enfin, vu de loin, on se ressemble absolument toutes. Quand on regarde des fourmis de près, il n'y en a pas une qui fait pareil. C'est comme ça qu'on s'est rendu compte aussi qu'il y a des fourmis qui glandouillaient un peu. Vous voyez, on nous a dit le mythe de la fourmi qui travaille, et là on s'est dit ça. Alors après, on cherche toujours des explications un peu scientifiques ou évolutionnistes en rapport avec l'évolution. On se dit peut-être que ça permet d'économiser de l'énergie, celle-là s'activera quand on en aura besoin, quand il s'agira de défendre la colonie, tout ça. Mais même chez les insectes. Alors, il y a un truc très facile que vous pouvez faire, au moins physiquement, c'est que, alors là, ça commence quand l'hiver arrive, mais si vous voyez une colonie de gendarmes, donc je parle des insectes, donc vous voyez une gendarmerie, et vous, éventuellement, vous faites une photo. Maintenant, les appareils peuvent faire des photos macro, où vous vous approchez, vous vous posez. Donc les gendarmes sont complètement inoffensifs, ils sont mignons, voilà. Et ces petites punaises, et pourquoi les gendarmes? Parce que déjà, elles ne sont pas très farouches, on peut en trouver facilement, mais vraiment, je vous invite à le faire, c'est une expérience que je trouve étonnante. Et je ne sais pas si vous savez, mais chaque gendarme, ça représente une espèce de masque. Vous voyez, il y a des yeux, une espèce de moustache, une bouche, une tête. Avant, je croyais qu'on disait un gendarme parce qu'il avait un képi et une moustache, mais c'est pas pour ça, c'est parce qu'il ressemble aux gendarmes sous les rois. Et donc, il y a des ronds, des triangles, etc. Soit vous posez, vous les regardez un par un, mais sinon vous faites une photo et vous verrez qu'il n'y a pas un gendarme pareil. Les deux petits ronds sont complètement différents d'un gendarme à l'autre. C'est rien à voir avec le sexe, c'est pas parce que c'est mâle, femelle, tout ça. Il n'y a pas un gendarme, mais c'est là où on peut vraiment se rendre compte qu'il n'y a pas un insecte qui est pareil. Et ensuite, les caractères chez les insectes, c'est pareil. Et Camille se demandait sur les bourdons. Alors moi, je ne suis pas un expérimentateur, je ne suis pas dans des labos à travailler sur le comportement des insectes. Et c'est difficile quand on est sur le terrain de suivre un individu et de voir qu'il ne se comporte pas tout à fait comme l'autre. Mais quand même, j'arrive à le voir à force de croiser n'importe qui, des frelons, des guêpes, etc., de voir que celle-là ne se comporte pas comme l'autre. Mais les personnes qui travaillent qui sont éthologues, c'est un mot que tu as utilisé, c'est la science du comportement, l'éthologie, c'est important pour nous aujourd'hui ce matin. L'éthologie, c'est ces personnes-là qui travaillent sur le comportement des animaux non humains, les autres animaux que nous, ceux et celles qui mettent des bourdons dans des petits processus d'expérimentation se rendent absolument compte que celui-là va être timide, celui-là va être beaucoup moins, celui-là va être flemmard, peu importe, etc. Ils savent très bien que s'il faut rentrer cet individu-là, ça ne va pas marcher pour lui, donc ils en prennent un autre pour que... Voilà. Et donc, on sait très bien que ce côté caractère et individualité physique va jusqu'aux insectes, évidemment, et chez d'autres petits animaux. Oui, pardon, il faut que je me... Mais c'est super passionnant, c'est vraiment intéressant parce que je ne sais pas si vous saviez ça, que les insectes avaient des têtes différentes. Et sachant ça, alors on le savait sur nos animaux de compagnie, mais maintenant, on peut aussi se dire c'est un peu la même chose chez les vaches, les poules, les cochons, les animaux dits d'élevage qu'on consomme. Donc, on va arriver à des questions un peu aussi sur la conscience animale. Et aujourd'hui, les scientifiques n'arrêtent pas de dire attention, les animaux qui sont dotés de ce qu'on appelle la sentience. Donc, petit test. Est-ce que vous savez ce que sentience veut dire? Levez la main. Qui sait ce que veut dire sentience? Parce que c'est pas... Alors, okay, super. Merci. On a une personne. Donc, effectivement, c'est intéressant parce qu'on va en parler. Donc, il y a pas mal d'animaux et de plus en plus de chercheurs qui disent, en fait, on est en train d'élargir le spectre des animaux qui sont dotés de sentience, de capacité à ressentir des émotions qu'on croyait en fait strictement humaines. Et on se rend compte que beaucoup d'animaux non humains sont capables de ressentir ces sensations, donc la peur, la tristesse, des émotions. Et quand on sait ça, que c'est aussi valable chez les vaches, les cochons, les poulets, ça nous met quand même dans une position un peu particulière pour les consommer. Donc, l'idée, c'est de savoir, la science avance
Et elle nous dit toujours de plus en plus, ces animaux sont à considérer vraiment en tant qu'individus, en tant que personnes. Donc, quels animaux sont concernés par la sentience? Est-ce que vous avez... on a des textes, hein, Camille en parle aussi pas mal dans son ouvrage, et on a des textes qui sont mis à jour, des scientifiques qui se réunissent et pour faire des déclarations en disant, il y a des animaux qui ressentent. Et en tant que scientifique, chercheuse aussi, Fabienne, tu nous diras quelles sont tes expériences qui ont prouvé effectivement que les animaux avaient la plupart, on va voir lesquels, on va définir un peu jusqu'où ça va. Est-ce qu'une moule est sentiente ou pas? C'est une question qu'on peut se poser. Donc, je vous pose la question, pour vous, c'est quoi la sentience et en quoi c'est important pour redéfinir notre rapport aux animaux? C'est important en tout cas, sentience, c'est un mot que vous apprenez aujourd'hui, c'est très important de ne pas penser que c'est un mot qui ne s'applique qu'aux animaux. La sentience, ça n'est pas la conscience des animaux. C'est une partie de la conscience qui concerne aussi les humains, qui concerne tout ce qu'ils pensent. En fait, la conscience, c'est le plus petit dénominateur commun de la conscience. C'est ce qui fait qu'on se vit en tant qu'individu, subjectif, je tiens à mon corps, je ne veux pas mourir, etc. Et c'est pour ça qu'on l'utilise en animalisme, parce que c'est ce qui permet de défendre à égalité la crevette, l'abeille, le chat, la baleine et l'humain. C'est la base. Ça ne veut surtout pas dire que c'est animal. On lit beaucoup la sentience animale, c'est une connerie, ça ne veut rien dire. C'est la sentience et ce n'est pas animal. Ou au sens où les humains sont des animaux, oui d'accord. Mais quand on dit la sentience animale, il y a toujours l'idée derrière que c'est une sorte de version diminuée de la conscience humaine qui serait la sentience animale. D'accord ? Donc la sentience, c'est le plus petit dénominateur commun de la conscience. Et évidemment, chez énormément d'animaux, chez même la plupart des animaux sentients, il y a de la conscience qui va avec. La sentience ne va jamais sans la conscience. C'est juste que pour faire simple et rigoureux, on va parler de sentience parce que là, on est sûr de ne pas se planter. Et la conscience, après, c'est quelque chose de tellement complexe. Il y a la conscience émotionnelle, la conscience métacognitive. Et donc, à partir de là, c'est plus difficile de se prononcer expérimentalement sur la conscience métacognitive d'un bourdon, par exemple, alors que sa capacité à être sentient, c'est facile à montrer. Moi, j'aime bien aller tout de suite droit au but, parler de la conscience des bourdons, de dire mais lui, il se souvient, il est très complexe, etc. Mais en fait, c'est un terme qui est important quand on veut être précis et rigoureux. Et du coup, c'est un mot important parce que c'est ce qui permet en fait de continuer de nous nourrir. Parce que si c'est ce qui va nous permettre de distinguer ce qu'on peut manger sans nuire à quelqu'un et ce qu'il ne faut pas manger, parce que si on le mange, on va faire de la peine, on va faire du mal à quelqu'un, à quelque chose qui se pense comme individu, c'est-à-dire quelque chose qui est quelqu'un. Donc typiquement, les moules, elles ne se pensent pas comme individu. Le bourdon, il se pense comme individu. Donc la moule, ça ne pose pas de problème moral de la manger. Le bourdon, ça pose un problème moral de le manger. Je sais que vous ne mangez pas de bourdon. Mais je ne veux pas vous embêter, mais vous savez où je veux en venir. Bon, François, à toi. Oui, parce que c'est important. Je sais que Camille n'aime pas forcément ce terme sentience. En fait, il est en train de s'imposer. Il est dans le Larousse depuis 2020. Donc, c'est assez récent. Ça vient du latin, sentience, ressentant. C'est parce qu'il y avait conscience et il y avait sensible, vous voyez, pour décrire les animaux. Et d'ailleurs, le mot sensible est encore utilisé dans la loi. Ce sont des animaux doués de sensibilité. Mais vous voyez, votre portable, il est sensible aussi. Mais s'il tombe, ce n'est pas lui qui a mal, c'est vous. Donc déjà, ce n'est pas normal. Une feuille d'arbre est sensible à la lumière, mais elle ne ressent pas encore la douleur à ce jour. Et donc, ce n'est pas assez précis, sensible. Et puis, on dit que quelqu'un est sensible. La sensibilité, ce n'est pas très précis. Et la conscience, comme le disait Camille, il y a différents degrés de conscience. Donc la sentience est beaucoup plus précise et on la mesure avec des critères. C'est ce qu'on a trouvé de mieux. Alors, c'est pas facile déjà pour me mettre dans la tête de Camille ou dans la tête de Fabienne, c'est déjà pas facile. Alors, me mettre dans la tête d'une vache ou d'un autre primate ou d'un bourdon, c'est pas facile non plus. Donc, on a essayé de trouver les chercheurs et les chercheuses ont essayé de trouver des critères objectifs pour définir s'ils étaient sentients ou non. En fait, vous êtes sentient, ça veut dire avoir des émotions négatives, positives, ressentir la douleur, vouloir l'éviter, voir le monde à la première personne et de façon subjective. Donc, vous voyez, Fabienne se lève le matin, elle est Fabienne, elle va faire sa journée. Elle est sentiente. Eh bien, c'est le cas de tous les vertébrés a priori, puisqu'on n'a pas pu tester tous les animaux vertébrés, mais on en a suffisamment testé pour se dire que les animaux vertébrés, donc nous, les mammifères, dont nous, les mammifères,
les oiseaux, les serpents, les tortues, les poissons, qu'on oublie toujours, etc., sont sentients. Mais ce qu'on vous dit là, c'est plus qu'important. Et d'ailleurs, je suis dans un petit collectif qui s'appelle le projet Méduse, qui dit que le mot sentient, c'est le mot le plus important du monde. Parce qu'effectivement, si on considère le monde de façon sentientiste, en considérant la sentience et du coup en ayant un rapport moral avec les autres animaux sentients, ça change totalement la donne. Puisqu'on a fait complètement l'inverse jusque-là, voire on a même décidé de tout cacher de ce qu'on faisait aux autres animaux. Vous ne savez même pas ce qu'on fait. Et quand les chasseurs et les chasseuses, d'ailleurs, alors, il y a bien sûr l'élevage et les abattoirs, mais même quand les chasseurs et les chasseuses se font filmer, ben, ils ne sont pas contents parce qu'effectivement, on voit que c'est quand même pas forcément hyper... en tout cas, c'est forcément très violent puisque ça mène à la mort. Et donc, c'est un terme incroyablement important. Donc, tous les vertébrés le sont. Et c'est pour ça que j'ai mis ce T-shirt aujourd'hui. Certains non-vertébrés, parce qu'un vertébré, c'est plus tout à fait rigoureux en science, certains non-vertébrés dont les poulpes sont sentients, et les décapodes, les crustacés qui ont 10 pattes, donc les langoustines, les homards et tout. C'est pour ça que dans certains pays, on ne peut plus ébouillanter un homard vivant parce qu'il va éprouver de la douleur, entre autres. Et puis, les insectes sont en train de rentrer, sont en train de cocher plein de cases. Les blattes adultes, alors là, je suis désolé pour vous, mais les blattes, dont certaines s'appellent des cafards, parce qu'elles viennent d'ailleurs, on les a fait venir d'ailleurs contre leur gré, et du coup, elles ne vivent que dans les maisons, ces blattes-là, parce que sinon, il y a des petites blattes en France qui vivent dehors. Et des mouches adultes commencent à cocher toutes les cases, et les chercheurs et les chercheuses se disent « Waouh, ah oui !» en cartographiant leur cerveau, en regardant comment elles se comportent, etc. Elles se disent « Waouh, eh bien, on peut quasiment dire qu'une blatte, un cafard est sentient. » Je ne voudrais pas être à votre place. Moi, c'est OK pour moi. Ça y est, c'est intégré, c'est digéré. Mais on peut quasiment dire ça des blattes et des mouches, alors des autres mammifères. Aussi. Et oui, ceux-là, oui. Oui, c'est pour ça que je montrais. Voilà, donc des mollusques sont sentients. Et donc, oui, mais j'avais demandé la permission à Fabienne. Mais du coup, c'est très, très, très important de se souvenir que c'est pas parce que ces animaux-là ne sont pas que sentients. Sentients, c'est la base. Ils sont sentients et autre chose aussi au-dessus, ça se complexifie au-dessus aussi. Voilà. Et dont on parlera de personne, du coup, après. C'est compliqué de parler. Alors, oui, très bavard. Alors, je vais jouer le rôle de la scientifique, du coup, donc, et de l'éthologue, donc la chercheuse qui étudie le comportement des animaux. Et puis, pour boucler un peu avec ce qu'on a vu au début, c'est vrai que nos connaissances des animaux vont dépendre des questions qu'on leur pose. Et au début, j'avoue que les éthologues étaient plutôt frileux à poser des questions assez personnalisées, du coup, aux animaux. Et par facilité, on a commencé à travailler avec ce qui nous ressemblait le plus, donc des grands singes. Et on a transposé les études qui étaient faites sur les animaux humains aux animaux non humains. Et on est passé par les primatologues, qui travaillaient sur les grands singes. On a posé les mêmes questions. On s'est aperçu que voilà, ils avaient des émotions, des vies mentales, etc. Et puis comme ça, on est descendu dans une hiérarchie qu'on avait construite. Et on a posé des questions intelligentes aux animaux qu'on pensait intelligents. Et voilà, le biais de confirmation, on a trouvé qu'ils étaient intelligents. Et aujourd'hui, je pense que la discipline dans laquelle je travaille, l'éthologie, pose des questions à tous les animaux. Et on s'aperçoit qu'effectivement, il y en a de plus en plus qui sont capables de faire des choses extraordinaires, de se sentir des émotions. Et ce changement de perspective, il faut voir qu'on est passé de l'espèce, comme tu le disais, Camille, espèce, voilà, défense de territoire, recherche de partenaires sexuels. Ils se comportent de telle manière parce que ça est sélectionné par l'évolution et du coup, on va reproduire ces comportements. On a dit, oh, ok, mais ça ne suffit pas. Donc, on est passé à l'individu. Pendant très longtemps, on a vu les variations interindividuelles, ce que vous racontiez. Et aujourd'hui, on va encore plus loin. On est passé donc, de l'espèce à l'individu au sujet. Et quand on parle de sujet, ce sont des animaux qui sont certes représentants de l'espèce, qui sont certes des organismes biologiques, donc avec des physiologies, etc., mais ils ont une subjectivité.
ils ont des personnalités, ils ressentent des émotions, ils ont une biographie, ils ont une vie. Et donc, il y a certains animaux qui sont capables de témoigner de leur biographie. Et une petite précision, parce qu'on aime bien les anecdotes, il y a des animaux, je vous disais, moi on a appelé une dauphin Amanda, mais en fait, dans le monde dauphin, Amanda, elle a un nom dauphin, parce qu'il y a certains animaux qui se nomment. Et donc, les dauphins se donnent des noms, c'est la maman avec le bébé qui choisissent comment va s'appeler leur bébé. Et donc, on a d'autres animaux, les éléphants font pareil. Et quand on commence à regarder ça, ça change sur qui sommes-nous pour juger comment on hiérarchise. Donc, on explose cette hiérarchie. On n'est plus du tout au sommet de la pyramide, on est au milieu du buisson du vivant. Et ça change tout, en fait. Et justement, comment est-ce qu'on fait aujourd'hui, du coup, pour coexister avec ces êtres, ces personnes non humaines, pacifiquement, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, en ce moment, c'est un peu violent dans le monde. Hein. On est un monde violent. Et la violence, parfois, elle est un peu invisible parce qu'on n'a pas... forcément, ça ne fait pas les grands titres des journaux quand on abat des milliards. Et des milliards, ça devient presque impossible à se le représenter dans notre cerveau, le nombre d'animaux donc sentients qui sont abattus, qui sont pour la chasse, pour l'élevage, pour toutes ces questions-là. Les poissons aussi qu'on va pêcher, les chalutages qui vont pas faire de distinction et qui vont emmener tout le monde dans leur filet. Enfin, il y a vraiment une grande violence aujourd'hui. Donc, ce sera ma dernière question avant qu'on échange un peu avec le public, parce que je suis sûre que vous avez plein de questions. Comment on fait aujourd'hui en pratique pour coexister en faisant le moins de mal possible? Qu'est-ce qu'on doit changer dans notre vie de tous les jours pour pouvoir prendre en compte tout ça et être le moins violent possible? Donc, c'est un peu une question ouverte, c'est un peu large. On va essayer de rester pratique. Voilà. Quelles sont vos idées, vos propositions, ce que vous avez envie de partager avec le public pour essayer peut-être de l'embarquer dans cette coexistence pacifique avec les personnes non humaines? Qui veut commencer? Pas trop longtemps, Camille. Ouais. Non, moi, ma réponse, elle est très simple. Il faut arrêter de manger les animaux. Enfin, c'est la base de la relation pacifiée aux animaux. Il faut arrêter de les tuer, de mettre leur corps dans notre bouche. Après, la question des sécrétions, évidemment, ça pose des questions économiques, si on prend le lait, le miel, les œufs, tout ça, parce que ça implique encore, de façon indirecte, une exploitation qui est violente. Mais le symbole le plus fort pour moi, ce qui devrait être vraiment le moteur de la pacification de nos relations aux animaux, mais aussi de nos relations entre humains, c'est d'arrêter de penser qu'on a le droit de tuer un être conscient pour le manger. Et le fait de mettre le corps dans la bouche, je pense que c'est un symbole très très fort de la distance qu'on met entre nous et les animaux. On ne s'autoriserait jamais à manger un être humain, et en revanche, les animaux, oui. Et à partir du moment où on considère les animaux comme des personnes, le tabou, il se décale, et le fait de mettre leur corps dans notre bouche devient inimaginable. Le lait, tout ça, bon, je comprends que ça vienne après, mais pour moi, le premier pas le plus fort et le plus efficace, c'est ça, c'est de ne plus les manger. Et vous allez voir que ça ouvre des perspectives. On ne les regarde plus pareil, parce qu'on n'a plus le garde-fou qui permet de manger comme avant. On n'a plus cette frontière qui nous autorisait à les manger, et du coup, on se rapproche d'eux. Et en fait, mon bouquin s'appelle « Je est un animal, repenser la rencontre avec les animaux », mais c'est vraiment cette façon de se sentir moins seul dans le monde, parce qu'on se permet, parce qu'on s'autorise, ne les mangeant plus, à les regarder comme des gens qui habitent le monde avec nous. Et donc, le monde est repeuplé comme ça. Mais la condition sine qua non, c'est de ne plus les manger. C'est court. Ok. Alors, comme c'est difficile, ce que vient de proposer Camille, et que parfois on procrastine un peu, vous voyez, on parle de transition, on a du mal à... Vous voyez, vous n'allez pas sortir là et arrêter, enfin, peut-être. Du coup, bien prendre conscience que, donc, que ce sont chaque animal que vous croyez, qu'il soit sauvage, libre, domestique, enfermé, peu importe, captif, c'est un individu avec sa personnalité. Et ce qui est important dans la sentience, et je reviens là-dessus, c'est que ça n'a rien à voir avec l'intelligence. Parce qu'on a toujours eu tendance à se mettre très haut dans l'échelle du vivant, en haut de l'arbre du vivant. Et en fait, on est redescendu grâce à la théorie de l'évolution. Il n'y a pas de hiérarchie dans la nature. Et surtout, quand on parle d'un animal qui est intelligent, en fait, c'est nous. Donc, c'est assez drôle, c'est qu'un animal qui est intelligent, il est comme moi.
Oui, c'est quand même bon. Et si je demande au dauphin, c'est qui est intelligent sur Terre, est-ce qu'il va dire les Homo sapiens? Sûrement pas. Donc l'intelligence, c'est pas un critère, c'est le plus important. C'est ça qui est important en philosophie morale. C'est pas important de savoir s'il raisonne, Bentham, s'ils peuvent parler, mais s'ils souffrent. Et c'est exactement comme avec nous. Regardez un humain ou une humaine qui ne peut plus parler, par exemple, qui est dans des conditions cognitives déficientes ou peu importe, qui ne peut plus parler. C'est pas important de savoir qui peut résoudre une équation mathématique ou fabriquer une voiture. Non, ce qui est important, c'est qu'il soit dans de bonnes conditions, qu'il ne souffre pas. Donc on est tout à fait capable de le faire avec des individus de notre espèce, parce que, il s'agit du spécisme, on n'en a pas parlé, c'est parce qu'il est dans notre espèce. Mais dès que ça sort de notre espèce, eh bien, on est capable de les faire souffrir ou de leur faire vivre des traumatismes, des stress incroyables. Et ça, c'est pas, en fait, ça paraît normal culturellement, mais c'est pas OK scientifiquement. C'est ça qu'on veut vous dire. Donc, au moins, bien penser à ça. Et pour moi, c'est une des choses que j'ai mis dans Sauvons les insectes, c'est individualiser les individus, les autres animaux que vous croisez. Chaque individu animal que vous croisez, qu'il soit domestique, sauvage, peu importe, il est comme vous, il est unique au monde, il a sa personnalité, il a envie de vivre le plus longtemps possible et en bonne santé. Exactement comme vous. Donc la règle d'or, c'est de ne pas faire aux autres ce qu'on n'aime pas qu'on nous fasse. Ça paraît, c'est vraiment j'enfonce une porte ouverte, mais pensez-y, est-ce que cet individu-là avait envie que vous lui fassiez ça? Et vous connaissez la réponse. Et moi, je terminerai par 2 exercices que vous pouvez faire qui sont ultra faciles. C'est cultiver la curiosité et l'émerveillement. Et parfois, c'est juste changer d'optique. Quand tu disais regarder à la loupe les gendarmes, enfin les petits animaux, on va changer de perspective. Et la curiosité, pour moi, c'est le moteur parce que ça permet d'acquérir des connaissances. Quand on est bardé de certitudes, c'est pas là où on va progresser. Et je pense que ce qui caractérise les chercheurs, c'est le doute. C'est parce qu'on doute qu'on pose des questions. Et si on pose des questions, parfois on obtient des réponses. Mais dans tous les cas, on découvre des choses. Et je pense que ce qui nous entoure, il y a tellement de créatures qui sont extraordinaires et ces voisins qu'on oublie de regarder qui peuplent nos jardins ou les jardins de la ville. Et juste réapprendre à poser ce regard-là. Ça apprend aussi, c'est une vision très humaniste, parce qu'on va aussi apprendre à être solidaire d'une altérité. Et malheureusement, notre biais en tant qu'humain, c'est qu'on rapporte tout à l'humain. Donc on fait ce qu'on appelle de l'anthropo-référencement, anthropo-humain. J'aime les animaux parce qu'ils sont comme moi, je fais ça parce que l'animal il fait ça. Et en fait, non, ce qu'on devrait faire, c'est j'aime les animaux parce qu'ils ne sont pas comme moi, justement. Et parce que cette altérité, elle est belle. Et si on applique ça au monde actuel, je pense qu'on a beaucoup de choses à y gagner. Voilà. Merci beaucoup. C'est vraiment un message positif, je trouve, pour clôturer cette table ronde et écouter vos questions, parce qu'on a besoin de douceur et de paix en ce moment. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ça fait du bien. Vraiment, merci pour ces éclairages. Et bien sûr, il y a plein de sujets qu'on n'a pas abordés. On se disait, mais on n'a même pas parlé d'antispécisme, alors que c'est quand même un sujet qui est hyper intéressant et je pense que ce n'est pas connu non plus du grand public. Donc, lisez les bouquins. On n'a juste pas dit le mot. On n'a pas dit le mot, on en a parlé. Mais lisez les ouvrages de ces 3 auteurs et les autres évidemment, mais particulièrement ces ouvrages parce que vous allez apprendre plein de choses. C'est agréable à lire et vraiment, vous allez peut-être changer de lunettes et de regard sur ces animaux. Donc, est-ce que vous avez des questions avant qu'on se quitte à poser à nos auteurs? Alors, je vois qu'il y a une question ici dans la salle. Est-ce qu'il y a un micro qui peut être amené par là? Ah oui, c'est moi qui dois me bouger pour aller chercher. Bonjour, merci pour la table ronde. Je vais aller tout de suite sur les questions éthiques par rapport au végétarisme. Donc, c'est des questions qui ne sont pas évidentes dans notre culture et dans nos conditionnements. Mais au-delà de ça, en fait, il y a la chaîne alimentaire et les animaux se mangent entre eux. Et du coup,
comment on repense ce rapport à la douleur? Parce que si chacun des sujets est sentient dans la chaîne alimentaire, ils se mangent quand même entre eux. Comment on résout cette question? J'ai un ami qui m'a posé la question en message privé sur Facebook, genre hier soir, donc c'est bon. Oui, donc ouais, non, c'est pas bien. Les animaux se mangent pas entre eux et c'est pas bien. Ils devraient pas. Enfin, mais ils peuvent. Non, mais c'est vrai. C'est pas la vie d'un bébé singe. Vous savez, les grands félins, ils se foutent de manger les jeunes, les vieux, tout ça. Ils mangent ce qu'ils peuvent manger parce qu'ils en ont besoin. C'est comme ça qu'ils ont évolué. Donc, ils vont bouffer le bébé d'une guenon. Et c'est pas parce que c'est obligatoire et qu'ils peuvent pas s'en passer que la guenon qui voit son gosse se faire bouffer vivant devant elle n'est pas en deuil, ne souffre pas, n'est pas traumatisé, etc. Donc l'individu prédateur cause du tort à l'individu primate. Et ça, on va pas faire semblant, c'est vrai. C'est pas bien. S'il pouvait s'en passer, il faudrait qu'il s'en passe. Mais il peut pas. Et nous, oui. Donc c'est pour ça que j'ai dit à mon ami en message privé, il me disait, qu'est-ce que tu en penses des animaux qui se mangent entre eux? J'ai dit, bah ils ont tort, ça, that sucks, il me l'a demandé en anglais. Mais j'ai dit, mais nous, faut pas le faire en fait. Donc nous, on peut ne pas le faire, donc on le fait pas. Et puis eux, écoutez, voilà. Alors, ouais, et puis du coup, on va pouvoir se revioler comme chez les dauphins, non? Non, il n'y a pas des histoires de viol chez les dauphins? Hein? C'est un cliché, les dauphins en pâtissent ouais. beaucoup. Ah bon? Non, c'est vrai. En fait, je ne sais pas si j'ai tout à fait compris votre question, mais ça ressemble à un appel à la nature, c'est-à-dire à dire si ça se passe dans la nature, ben pourquoi on ne le ferait pas différemment, c'est ça? On nous incite aussi maintenant à aussi peut-être plus manger potentiellement des insectes dans le futur. Et la question se pose aussi, du coup. Oui, alors, parce que là, si c'est un appel à la nature, c'est-à-dire on va chercher des trucs dans la nature qui sont bien, ça s'appelle aussi du cherry picking, c'est-à-dire on choisit les cerises qui sont bonnes. Quand on fait un appel à la nature, en général, on va chercher les trucs qui sont bons dans la nature. Vous voyez, oui, mais tu vois, dans la nature, il se passe ça, dans la nature, il se passe ça, c'est bien. Mais on oublie tout ce qui n'est pas bien et qu'on ne fait plus du tout, nous, éthiquement, moralement. On n'est plus du tout OK, là, pour faire plein de trucs que les autres animaux font. Et en fait, peu importe ce qui se passe ailleurs, chez d'autres humains, il y a des humains qui sont capables de tuer d'autres humains, on n'est pas d'accord avec ça et on ne le fait pas. Donc même au sein de notre même espèce, on ne va pas forcément se copier. Et peu importe ce qui se passe chez les autres, c'est qu'est-ce qu'on veut pour nous. C'est ça le plus important. Et j'ai fait l'énorme erreur au moment du mariage pour tous, où les gens étaient contre le mariage de personnes du même sexe, en allant chercher les biologistes. Je ne sais pas si tu as fait ça, Fabienne, mais on est tous allés dire mais oui, mais il y a plein d'homosexualité dans la nature, tout ça. Je suis même allé trouver des coléoptères qui ont des comportements homosexuels. Mais en fait, c'est pas du tout le truc à faire, parce que si jamais j'avais pas trouvé, et si on avait trouvé aucun animal, du coup, les Antilles avaient raison. En fait, peu importe ce qui se passe ailleurs, que ce soit chez les humains, les humaines ou dans la nature, qu'est-ce qu'on veut, nous, pour nous? Moi, je sais que je ne veux pas faire à autrui ce que je n'ai pas envie qu'on fasse. Je n'ai pas envie qu'on m'élève dans des conditions épouvantables, qu'on me tue contre mon gré très, très jeune, puisque les milliards d'animaux domestiques captifs sont tués très, très jeunes. Je n'ai pas du tout envie de ça pour moi. Je ne le fais pas aux autres. Et comme je sais que désormais que les autres animaux sont des personnes, allons-y là-dessus, sont d'autres personnes, je ne le fais pas aux autres. Et méfiez-vous de l'appel à la nature, parce que souvent, c'est surtout quand ça nous arrange. Mais peu importe ce qui se passe ailleurs, moi, je n'ai pas envie de faire comme Poutine, et pourtant il est de la même espèce que moi. Enfin, vous voyez, je n'ai pas envie de faire comme plein d'autres. Voilà, donc pensez à ça. C'est vrai que c'est un réflexe, l'appel à la nature. Souvent, oui, mais ça se passe comme ça, mais voilà. Et donc, comme le dit Camille, oui, il se passe plein de trucs pas chouettes dans la nature, et quand on peut ne pas le faire pour nous. Et un truc aussi important, c'est que surtout, oui, les prédateurs et tout, ok, on continue à être prédateurs puisqu'on tue des milliards d'animaux non humains tous les ans. En revanche, est-ce que vous avez envie d'être une proie dans la chaîne alimentaire? Vous voyez, tous ceux qui adorent Mais pas du tout. Est-ce que quand vous baladez en randonnée avec vos enfants et que des loups, si les loups les attaquent, vous allez dire non, c'est la nature, je le laisse, il est dans la chaîne alimentaire, c'est naturel. Mais jamais de la vie. Donc pensez à ça. Quand ça nous arrange, mais sinon, non. Mais c'est surtout qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce que je veux, moi, qu'est-ce que j'ai envie d'apporter au monde dans la relation aux autres, qu'ils soient humains ou non.
Alors, moi, je me suis retrouvée dans la chaîne alimentaire parce que j'étudie les mammifères marins dans l'océan. Donc, j'étais au milieu de la chaîne alimentaire, je n'étais pas au top. Donc oui, du coup, ça fait réfléchir. Mais après, l'éthique, c'est bien sûr, c'est une question de normes qu'impose la société, mais c'est aussi un curseur individuel. Et on ne va pas progresser tous à la même vitesse. Et voilà, et il faut se donner ce delta en disant, chacun, à un moment donné, on doit se poser la question, est-ce qu'il est moralement juste de faire telle chose? Est-ce qu'il est moralement juste? Et on voit qu'on va avancer nos curseurs à des vitesses différentes, mais c'est très bien si on va tous dans le même sens. Donc, je suis plus sur la récompense positive que sur la punition. Donc, du fait qu'on avance, voilà, allons-y. Mais chacun à sa vitesse. Je ne sais pas combien il nous reste de temps, mais je pense qu'on est un peu voilà. Juste. Ah, ça va. Alors Oui, ça va, on donc, prend les autres questions. Merci. Bon, là, moi, je partage tout à fait votre avis par rapport aux animaux, mais maintenant, il y a aussi de nombreuses études qui sont faites sur les plantes, etc., qui souffrent aussi, qu'on détruit aussi, comme les arbres, etc., et qui pourtant, par rapport à ces études, moi, je ne suis pas scientifique, hein, j'y connais rien, mais par rapport à ces choses, ont aussi une vie et des réactions. Les arbres se protègent les uns les autres. Il y a aussi beaucoup de choses comme ça. Et du coup, on les détruit, puisqu'il faut bien qu'à un moment, on ne mange plus d'animaux, mais il faut bien un moment qu'on mange quelque chose. Faut pas manger d'arbres. Mais ça tombe bien, on mange pas d'arbres. Nous, on est plutôt sur les racines, les fruits, les graines. Donc ça, bon... faut pas oublier, sur l'intelligence des arbres, on découvre des trucs vertigineux. Enfin, l'intelligence avec plein de guillemets. Et sur l'intelligence des grains de maïs, tout ça, on est tranquille. Bon. Ce qui se passe, c'est que ce qu'on découvre chez les végétaux, qu'on ne connaissait pas il y a 50 ans, parce qu'on a de nouveaux outils, donc la science avance, etc., c'est ce qu'on appelle on parle d'intelligence, on parle en fait de... Chez les animaux, c'est ce que j'appellerais la raison évolutive. C'est-à-dire, quand, par exemple, il y a deux choses chez les animaux. Il y a la raison évolutive et la raison cognitive. La raison évolutive, c'est ce qui fait qu'on a un pouce préhensile, qui fait qu'on peut attraper les choses, ou que la vache a plusieurs estomacs pour digérer. Et donc, nous, on va avoir tendance à dire, c'est pour pouvoir... C'est comme si on avait voulu avoir un pouce préhensile pour attraper. C'est comme si la vache, pour mieux digérer, avait voulu avoir trois estomacs. En fait, cette perfection, cette intelligence-là du vivant, elle n'est pas dépendante, elle n'est pas liée à la volonté de l'individu. Elle est liée à des millions d'années d'évolution qui ont perfectionné les réactions d'un corps vivant. Et ça fonctionne avec nous qui sommes en sueur quand il fait très chaud, avec les vaches qui ruminent, tout ça, avec les pingouins qui sont adaptés à la nage dans l'eau, tout ça, les manchots. Oui. Ça, c'est la raison évolutive, c'est pas quelque chose qu'on choisit. Et en fait, cette intelligence des arbres, elle leur échoit, mais sans qu'ils la choisissent. Ils en héritent du fait de leur ADN, qui leur permet de pousser là où il y a de l'eau, d'envoyer des signaux d'alarme quand il y a des chenilles, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que chez les animaux, sentients, conscients, il y a en plus la raison cognitive. Et en fait, cette raison-là, c'est celle qui fait que si on a envie de ne pas aller là où il y a de l'eau, on peut le vouloir. Si on a envie de ne pas aller là où il y a de la lumière, on peut le vouloir. On peut vouloir des choses pour nous, indépendamment de ce que notre corps réclame. Et c'est important de voir, je trouve, de distinguer raison évolutive et raison cognitive. Parce que pendant très longtemps, on a pensé que les animaux n'étaient que leur raison évolutive. On a pensé, par exemple, que les tortues qui sortent du sable et qui vont vers l'eau, ça, effectivement, le bébé tortue, quand il sort et qu'il sait qu'il faut aller vers la mer, il n'est pas en train de... Je ne sais pas s'il est en train de se poser beaucoup de questions. Effectivement, il y a quelque chose qui est de l'ordre ici de la raison évolutive, où c'est quelque chose dans son ADN qui fait qu'il sait où il doit aller pour que son corps s'épanouisse. Et pendant longtemps, on n'a vu que ça chez les animaux. Et ce qu'on met en lumière maintenant avec l'individualité et la personnalité, c'est la raison cognitive. Et donc, c'est important de voir qu'il y a les deux chez les animaux, qu'il n'y en a qu'une seule chez les plantes. Je pense pas.
Alors, Vas-y. ouais, parce que ça, c'est tellement un classique. Et d'ailleurs, qui nous ennuie, cette histoire, et notamment à cause de ce livre qui a raconté beaucoup de bullshit sur les arbres. Les arbres ne communiquent pas entre eux. Communiquer, ça veut dire je décide de dire un truc à mon voisin, à ma voisine. Là, ce que je suis en train de faire, un arbre ne fait pas ça à ce jour. Il fabrique je crois que c'est l'éthylène, et Jacques Tassin qui permet à ses feuilles à lui de fabriquer une substance un peu toxique. Du coup, les animaux que les brutes vont... Hein. Et puis, si l'arbre voisin le sent, va faire la même chose. Mais il ne s'est pas dit « Oh, je me suis attaqué, je vais le dire à mes collègues ». Non. Mais surtout, il y a donc, mais il y a eu beaucoup de choses, malheureusement. Et puis, surtout, pensez à ça, c'est que la douleur permet aussi d'éviter, par exemple, de se faire manger. Donc, ce serait un peu... L'évolution n'est pas une personne, mais ce serait un peu stupide de la part de l'évolution. C'est pas rigoureux ce que je viens de dire, mais d'apporter de la douleur à quelqu'un qui se fait brouter toute la journée. Parce que quand vous êtes un arbre, vous vous faites croquer par des millions de chenilles partout. Et vous imaginez si la douleur était arrivée toute la journée, vous ne pouvez pas partir. Donc la douleur serait plutôt apparue chez des individus qui peuvent justement l'éviter. Et ça permet de mieux survivre, entre autres. Mais surtout, on sait pour les mammifères et les oiseaux. Donc, avant de parler de l'arbre qui est au fond de la forêt, on a souvent un oiseau ou un mammifère dans notre assiette, ou une araignée, ou un frelon, ou une punaise dans son jardin. Mais c'est ça la priorité. Et on pensera après, si jamais on découvrait quelque chose, puisque ce n'est pas à ce jour, les arbres ne souffrent pas, d'après la science aujourd'hui, c'est avéré, mais pensez d'abord aux priorités. Puis il y a un autre truc, parce que c'est tellement récurrent cette histoire de plantes. Justement, c'est un peu aussi, on se dit, vous voyez, c'est les arguments, parce que c'est vrai que c'est compliqué d'arrêter de manger des autres animaux, c'est culturellement complètement admis. C'est complètement OK, vous allez n'importe où, c'est OK de manger des personnes non humaines. Vous voyez, vous avez au menu une liste incroyable, ça vous semble OK, alors que ça ne l'est pas moralement, éthiquement, philosophiquement, scientifiquement, ça ne l'est pas, mais on ne s'en rend pas encore compte parce qu'on baigne dans cette culture. Mais donc il y a une blague qu'on aime bien quand on mange des végétaux, c'est que si jamais vous êtes inquiété par la souffrance des végétaux, devenez végétarien ou végétalien, parce qu'en fait, les mammifères que vous mangez mangent beaucoup plus de végétaux que les humains. Donc si vous voulez laisser tranquille les végétaux, il vaut mieux être, vous voyez, la souffrance des arbres, il vaut mieux être végétalien, végétalienne. Donc ça, c'est assez cocasse aussi. Parce que les animaux que l'on mangent des tonnes et des tonnes de soja, de maïs, etc. Donc si vous êtes inquiété pour les végétaux, mais la priorité, on sait que c'est sentient, on verra après pour le reste. Ce que je veux dire, c'est que ça ne peut pas être un frein à la réflexion vis-à-vis pour votre compassion vis-à-vis des personnes non humaines. Vous voyez ce que je veux dire? Vous m'avez suivi? Alors non, j'ai pas du tout de réponse, mais oui, parce que je pense que toutes les questions elles sont bonnes, mais peut-être avoir une vision, ce qu'on appelle une vision systémique, tout est important. Et c'est vrai qu'avoir des animaux hors sol, ça va être compliqué. Donc oui, ils font partie d'un écosystème. Et il y a de plus en plus de personnes qui réfléchissent à cette vision écosystémique. Et ce qui est préjudiciable aujourd'hui, c'est notre déraison. Donc, essayer d'être un peu plus raisonnable sur les animaux humains, non humains, sur l'écosystème, la biodiversité. Et ça nous permet d'avoir une approche plus sensible, plus respectueuse. Mais je ne sais pas s'il faut prioritariser. Enfin, je pense que c'est aussi une question, pour le coup, vraiment très individuelle, parce qu'on a des attachements à certains vivants. Et on va commencer par eux, on va commencer par les protéger eux, et puis ils vivent dans un écosystème, donc pourquoi pas les protéger dans leur écosystème. Donc il n'y a pas une voie pour protéger la biodiversité, il y en a plein, et chacun, on va dérouler une pelote de laine avec le petit fil qui nous est tendu ou qu'on choisit, mais je ne sais pas s'il y a une façon de faire. Donc j'ai plus de questions que de réponses. Mais... Excusez-moi, je voulais parler des animaux sauvages, parce que j'ai l'impression qu'on s'occupe, on a une proximité avec les animaux domestiques, et finalement, les animaux sauvages, partout, on les fait reculer, comme si on ne supportait pas leur altérité, et le fait même qu'ils soient sauvages, ils nous échappent.
ils nous prouvent qu'ils vivent, qu'ils ont leur perception du monde qui nous échappe aussi, alors qu'une vache domestique, bon ben voilà, les chats, les chiens, mais on ne supporte pas le sauvage et je trouve qu'on le fait disparaître de plus en plus. Il y a plein de choses à dire. Alors souvent quand on pense sauvage, on pense bête et on a combattu la bête, on a combattu le sauvage. Après, on vit dans un environnement qui est de plus en plus anthropisé, c'est-à-dire malheureusement ces animaux vivent dans un espace qui est réduit par nos activités humaines. Donc soit ils vont fuir, soit ils vont trouver des petites adaptations. Et puis par rapport à ces animaux domestiques dont vous parliez, c'est pas parce qu'ils nous sont familiers qu'on les connaît. Et justement, on les a un peu oubliés du paysage, et notamment, on les a un peu oubliés de tout ce qui est protection des conditions animales. Donc, oui, il y a certains animaux sauvages, ils sont dans l'obligation de quitter leur environnement parce que l'humain est présent et l'humain les fait fuir. Et puis, il y a un exemple, je pense que ça va vous parler à tout le monde. Pendant la Covid-19, il y a eu ce qu'on appelait l'anthropause, c'est-à-dire les activités humaines se sont tues. Et là, tout d'un coup, on était émerveillés de revoir les animaux reconquérir des territoires, revenir en ville, etc. Mais en fait, ils sont toujours là. C'est juste que parfois, on oublie de leur prêter attention. Mais ils sont là, ils deviennent de plus en plus discrets. Nos éclairages urbains ont fait qu'il y a plein d'animaux nocturnes qui sont devenus diurnes, c'est-à-dire on change aussi les cycles biologiques. Donc, je ne sais pas s'ils disparaissent, mais ils se font discrets en tout cas. Et puis vous disiez aussi, on ne supporte pas leur altérité. Ça fait 10 ans que j'écris sur les animaux et que je reviens sur certaines idées. Et puis quand j'ai écrit « Je est un animal », je me suis dit, bon, qu'est-ce que je peux apporter de nouveau ? Donc je suis allé me questionner sur mes réflexes d'animaliste. Et je me suis rendu compte que parler d'altérité chez les animaux, c'en était un. Et je me suis dit que il y a autant d'altérité que d'identité entre les animaux et nous, puisqu'ils nous ressemblent beaucoup. Et donc maintenant, à chaque fois que j'entends parler d'altérité pour parler des animaux, je remplace par identité. Je me dis, est-ce que ça marche aussi ? Et ça ne m'étonnerait absolument pas. Bon, on est une société de control freaks, évidemment, donc on veut surtout pas que ça déborde, et donc on n'aime pas qu'il y ait des animaux dans les rues. A fortiori en Europe, parce que dès qu'on change de continent, là, pour le coup, ça commence à être un petit peu plus poreux. Mais en Europe, c'est vrai qu'on n'aime pas les animaux sauvages ni les animaux liminaires. Et je me dis, en fait, peut-être que ce qu'on n'aime pas non plus, c'est l'identité. Peut-être que ça nous ferait mal d'avoir des animaux sauvages sous les yeux, parce qu'on verrait à quel point ils sont comme nous, ils ont leur famille, leurs spots, leurs habitudes. Et donc, le fait de les chasser, c'est une façon de dire, non, mais ils sont différents, ils sont mystérieux, ils sont autres. Vous voyez ? Comme l'altérité peut se retourner, en fait, contre eux, c'est bien de la respecter. Mais il ne faut pas non plus ne voir que ça chez les animaux. Et peut-être que ce qui nous gêne aussi chez les animaux sauvages, et pourquoi on les repousse autant, c'est parce que si on les a en face de nous, on se rend compte qu'ils fonctionnent comme nous, qu'ils sont comme nous. Et nous, on va avoir l'impression qu'il y a le monde à nous comme nous et les autres ailleurs. Et je ne sais pas. Donc peut-être que remettre de l'identité à côté de l'altérité sur les animaux, ça serait dire, puisqu'ils sont comme nous, ils ont leur place avec nous aussi, et respecter leur altérité et leur identité aussi. Mais leur identité au sens pareil, quoi. Ouais. Moi, je voudrais revenir un peu sur les végétaux. Parce qu'en fin de compte, ouais, je pense qu'effectivement, on a commencé par étudier les animaux, mais les végétaux ont de nombreuses, je dirais, nombreuses réactions, je dirais, assez étonnantes. Et la première, vous disiez qu'on ne sait pas si les végétaux ne communiquent pas ensemble. Ce n'est pas tout à fait exact, puisqu'il y a des expériences qui ont été faites avec une girafe qui mangeait des feuilles d'acacia, et l'acacia, lui, a généré une molécule organique qu'il a diffusée à l'extérieur, et les autres acacias, quand ils ont identifié cette molécule, eh bien, ce qui se passe, c'est qu'ils l'ont produite aussi, pour pas que les girafes se mettent
à le consommer. Là, vous avez employé le mot pour, qui n'allait pas, le mot. C'est exactement ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire que, oui, peut-être qu'ils peuvent profiter. En fait, ça profite à lui. Ça permet à lui de se protéger contre les trucs. Et si des voisins le sentent, ils vont faire. Mais il n'a pas dit « je vais prévenir le voisin ». D'accord ? Il n'y a pas d'intentionnalité. C'est ça qui est important. C'est-à-dire qu'il s'il rejette la molécule... Mais c'est pour lui. C'est pour lui. Non, pas du tout. C'est pas... Je ne suis pas du tout... Alors faites un papier, allez-y, publiez-le. Non. Non, mais vous voyez, c'est l'intention. Là, vous avez une intention. Mais l'arbre, à ce jour... L'arbre ne se dit pas, je vais prévenir mes voisins. Effectivement, je vois ce que vous voulez dire, mais... c'est important. Non, mais d'accord. Mais je pense qu'on est au début de l'étude. Et les vaches, là, on n'est pas au début. Les vaches, les cochons, c'est ça qui est important. Vous voyez, parce qu'on a commencé à les travailler avant. Oui, mais cela, on le sait. Et pourtant, on reste avec un comportement ultra-violent vis-à-vis d'eux, c'est-à-dire les tuer jeunes contre leur gré. Et pour revenir sur les sauvages, en fait, je pense qu'on est toutes et tous d'accord. Je ne sais pas si vous êtes là, mais... Je ne sais pas s'il y a beaucoup de chasseurs ou de chasseuses ici aujourd'hui, dans cette salle peut-être, mais on serait plutôt OK pour cohabiter maintenant. Ça y est, ça revient, etc. Mais c'est vrai que la priorité en une journée en France, sur le nombre d'individus sentients qui sont tués, en France hexagonale en une journée, il y en a 3 millions, et c'est 3 millions d'animaux enfermés. Les libres, c'est quelques-uns, c'est entre 30 et 40 millions pendant la période de chasse, qui sont tués par rapport sur l'année comparé aux milliards, sans parler des poissons, qui sont tués chaque année en France hexagonale pour le plaisir gustatif. Donc c'est pour ça que c'est souvent ça la priorité. Quand on est sentientiste, c'est vrai que quand on regarde les valeurs, le nombre d'individus tués, c'est bien sûr les animaux captifs qui est la priorité, puisque ce sont des personnes. En fait, ce n'est pas parce que vous êtes une vache que vous avez moins d'importance qu'un cerf. Ça, c'est très important aussi. On a mis des hiérarchies, et j'en veux un peu au monde naturaliste avec ces espèces. C'est pour ça que je trouve aussi qu'une piste, c'est de se débarrasser de cette notion d'espèce, surtout quand on n'en a pas besoin. C'est quelque chose de pratique pour les biologistes, c'est technique. Mais sinon, pour nous, dans la vie, on n'a pas besoin du concept d'espèce. Là, vous êtes tous d'Homo sapiens, je le sais. Vous êtes invasifs, nombreux. Vous prenez la place d'eux, vous êtes croisés, vous n'avez aucune importance écologique. Vous êtes, bref, c'est incroyable. Vous êtes exactement tout ce qu'on déteste chez les autres espèces. Et pourtant, vous avez très envie de vivre le plus longtemps possible en bonne santé. Mais pourquoi pas aux autres ? Donc, en fait, peu importe l'espèce, pensez à vous, tournez le miroir sur votre espèce à chaque fois. Je suis la pire des espèces quand je parle des autres. En fait, c'est moi la pire et je me permets d'avoir un jugement sur les autres espèces. Donc ça, c'est pas OK. Donc, en fait, les individus, peu importe qui ils sont, que ce soit une vache, un chevreuil, une personne, pour aller tout à fait dans le sens de Kaby, une personne cerf, une personne chevreuil ou une personne vache, j'ai envie de vivre le plus longtemps et je suis important. Voilà, je suis autant important. Une vache est aussi importante. Une vache au fin fond d'un élevage en batterie de je ne sais où est aussi importante ontologiquement le moindre cerf sauvage et libre. Ou qu'une girafe qui bouffe un acacia. Ou qu'une girafe qui bouffe un acacia. C'est ça le plus important, c'est que comme vous êtes vraiment la pire des espèces avec des critères écologiques, et pourtant vous avez envie de vivre et qu'on vous laisse tranquille et qu'on vous lâche la grappe. Ça, c'est une conclusion. J'imagine, Camille, que vous avez beaucoup de gens qui vous attaquent sur votre façon de voir, que je comprends tout à fait. Vous vivez ça comment ? Non, je pense que je suis pas Salomé Saké. Je suis quand même loin. Elle prend vraiment cher. Moi, je me plains pas. Après, oui, j'ai fui Twitter très vite, avant même que ça devienne X. Disons que le fait d'être attaqué, ça veut dire qu'on fait réagir. Donc moi, à la limite, quand on arrête de m'attaquer, je m'inquiète un peu. Je me dis, les gens m'écoutent plus ou qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que tout le monde est d'accord ? Ça y est, j'y crois pas trop. Et mais c'est pour ça que c'est bien que les gens continuent de réagir et qu'on se pose la question, voilà, de oui, mais les plantes, et qu'on discute de la question de la frontière morale entre les plantes et les animaux, tout ça. Après, la question, c'est comment je vis le fait d'être non, mais je pense qu'il faut se dire que je sais que
j'ai ce confort quand même. On disait tout à l'heure les valeurs, les vertus du doute et de ne pas avoir de réponse et de se questionner, etc. Et c'est super et c'est précieux, mais j'ai quand même trouvé dans l'animalisme et dans l'antispécisme une boussole morale qui me permet de savoir ce que je dois faire pour agir. Parce que, voilà, pour moi, pour vivre en alignement avec ma conscience, je sais que c'est pas facile. Je sais que voilà, 3 fois par jour, quand je mange mon petit truc vegan, je me dis je fais un truc qui est écolo, éthique, machin, ça me fait du bien. Quand je sais que et en fait, on est tellement paumé, dépassé par l'ampleur de la catastrophe qu'est l'Anthropocène, la 6e extinction de masse, etc. On sait maintenant, il y a eu un sondage là, qui est sorti où il y a 2/3 des Français qui ont capté que le dérèglement climatique s'était lancé, on ne changera pas, c'est comme ça va se réchauffer pendant encore des milliers d'années, c'est quoi qu'on fasse. Et comment on fait pour agir quand même? Et donc, moi, j'agis pour les animaux, avec les animaux en ligne de mire, parce que j'ai l'impression qu'à petite échelle, à l'échelle du petit corps de chaque animal, pas à l'échelle des espèces, qui est trop grande, qui est dépassante, et puis de toute façon, les baleines franches de l'Atlantique Nord vont disparaître, elles sont foutues, donc autant sauver les 2-3 qu'on verra là, quoi. Eh ben, ça permet de survivre. Donc, à la limite, les attaques sont totalement inefficaces parce que j'ai l'impression que les gens qui m'attaquent n'ont pas ce confort-là. Enfin, c'est un confort moral en fait, mais ça me permet de vivre, de survivre au milieu de l'éco-anxiété et du bazar, parce que j'ai cette toute petite lumière comme ça à suivre, qui est les animaux l'un après l'autre, un par un, et voilà. Ouais, mais sinon ça va. Non, mais c'est vrai que j'aime bien ton confort moral. Souvent, on me dit, mais c'est pas dur d'être végétalien? Je dis, non, mais au contraire, ça y est, j'ai coché toutes les cases. Moralement, je me sens plus... Enfin, c'est vraiment reposant de l'être, d'avoir franchi le pas. Bon, en revanche, vous pouvez commencer par... vous pouvez faire des petits pas aussi. Vous voyez, chaque geste compte. Je sais pas, il y a une journée sans animaux dans votre semaine. Déjà, si tout le monde faisait ça, ce serait énorme. Vous voyez, où j'aime bien quand quelqu'un commande une salade au poulet au restaurant, je dis « Ah, t'aimes pas les oiseaux ?» Et là, il me regarde, il dit « Qu'est-ce qu'il dit ?» Bon, si vous aimez les oiseaux, vous pourriez ne pas les manger. Parce que comment peut-on aimer et tuer? Vous voyez, ça c'est une vraie question aussi. Comment on peut être chasseur et chasseuse, aimer les animaux et les tuer? Vous voyez, il faudrait changer ce mot. Mais pensez à ça. Vous aimez les oiseaux? Ah bon, et vous en mangez? Ok, d'accord. Bon, c'est particulier. Donc vous pourriez arrêter, par exemple, si c'est les oiseaux que vous préférez, vous pourriez juste arrêter les oiseaux déjà, par exemple. Arrêtez au moins d'être dans cette dissonance cognitive, de dire oui, moi j'aime les oiseaux, mais je mange un poulet. Souvenez-vous qu'un poulet au fin fond d'un élevage en batterie est aussi important qu'un gypaète barbu, qu'une mésange bleue, que n'importe quel individu sur Terre. N'importe lequel, il a sa vie, sa vie intérieure, ses copains, ses copines, envie de vivre, etc. Pensez à ça. Donc ça pourrait être... tiens, salut Françoise. J'ai vu une sapiens que je connais. Et un sacré individu. Du coup, voilà, vous pourriez commencer par exemple par les oiseaux. Vous voyez là, bientôt, ça va être la fête des oiseaux malades et torturés contre leur gré, dont on mange le foie. Noël, ça c'est un truc de dingue pour les oiseaux, d'incroyable. Les dindes, le foie gras, tout ça, c'est tellement bon. Mais moi, parfois, j'aimerais bien être encore à votre place. C'est quand même tellement bon, un bon foie gras. Non, mais pensez à ça. Voilà. Non, mais pensez à ces dissonances. Pensez surtout, en fait, moi, c'est la pensée critique qui m'a beaucoup aidé, la pensée méthodique. J'ai un détecteur à bullshit. Je veux pas qu'on me raconte de balivernes. Vous aimez les oiseaux et vous les mangez, c'est pas OK, en fait. C'est pas normal. Essayez de faire de la métacognition, c'est-à-dire pourquoi est-ce que je pense ça, etc. Est-ce que c'est culturel? Est-ce qu'on m'a toujours dit ça, tout ça? Essayez de prendre du recul sur ce que vous faites. C'est l'esprit critique aide beaucoup à ne plus être dans cette dissonance. La dissonance est un état psychologique désagréable pour le cerveau où nos actes ne sont pas en accord avec notre morale. Ça, c'est pas OK. Bien sûr que vous n'êtes pas OK pour tuer un individu contre son gré, une personne non humaine. Évidemment que vous n'êtes pas OK.
Et pourtant, vous le faites. C'est ça qui est étonnant. Et donc, le cerveau se raconte des histoires. Oui, mais j'en mange pas beaucoup. Oui, mais la locale. Oui, mais ceci. Oui, mais cela. Vous racontez tout un tas d'histoires, comme les fumeurs et les fumeuses qui disent oui, mais pas beaucoup, c'est la dernière. Enfin, l'année prochaine, j'arrête. Vous voyez, tout ça, c'est les signes de la dissonance cognitive. Donc, je vous invite à creuser aussi ça. Et l'antispécisme. OK. Pardon. Celles et ceux qui prennent des notes, notez bien sentience à creuser et spécisme, s'il vous plaît. Bonjour. Est-ce que ce n'est pas un petit peu réducteur néanmoins de commencer par le sujet « il faut arrêter de manger les animaux » dans la mesure où l'être humain... Oui, d'accord. Je veux dire, est-ce qu'il ne faut pas parler du reste aussi? Parce que finalement, l'être humain détruit des animaux, non seulement pour les manger, mais pour des tas d'autres raisons qui sont peut-être encore moins admissibles. Oui, non, mais c'est la base. C'est ce que je disais sur le tabou de mettre le corps dans la bouche. À partir du moment où on fait plus ça, bah, on va plus non plus couper un arbre pour faire du bois s'il y a des nids dedans, parce que le rapport aux oiseaux change. Mais donc ça, c'est la racine de tous les mots. Oui, c'est la racine, mais vous commencez quand même par un morceau difficile pour certains, quoi. Donc il y a peut-être des choses plus faciles à faire, comme par exemple essayer d'arrêter de détruire l'habitat des animaux, ce qui a pour effet carrément de détruire des espèces, et non seulement des individus, mais des espèces entières. Oui, c'est tout à fait ça. C'est ce que je disais, avoir une vision un peu plus écosystémique. Mais en fait, de ce que j'ai compris de ce festival, c'est aussi peut-être être un poil à gratter. et l'idée pour nous, c'était peut-être de commencer par un sujet qui peut paraître dur, caricatural, commencer par ça et vous montrer comment on peut y réfléchir. Et effectivement, en fait, le fil rouge, c'est l'utilisation des animaux par l'humain. Et c'est ça, par contre, ça se décline à l'infini. Et comment on peut avoir une vision plus juste et peut-être solidaire à l'égard de ce qui nous entoure en général. Merci à toutes et à tous. Vraiment, merci pour votre attention. Je vous invite à aller chercher, et vous renseigner, continuer les débats, continuer les réflexions avec les ouvrages de nos invités. On vous souhaite un excellent festival et à bientôt au détour d'une allée. Merci à tous et à toutes.